Bien, bonjour à tous et bon début de semaine à tout le monde. Ben, ça y est, nous sommes en février, déjà un mois de passé. Et les bonnes années, ben, c'est fini. J'avais dit c'était jusqu'au 31, 4 jours de bonne année, donc c'est fini. Bon, dans un instant, bonsoir, monsieur Daniel, non pas monsieur Dulac, monsieur Michael Merabi, bonjour. Daniel Dulac est attendu, j'espère qu'on va le rejoindre dans un instant. Sinon, un peu plus tard, on va parler avec Sylvie Rosier, elle est chroniqueuse. Et ensuite, on va recevoir Madame Carla Victoria, c'est une autrice, elle vient de sortir un nouveau, elle s'appelle Pourquoi toi, elle va nous expliquer pourquoi. Et on va terminer avec Marilyn Ferdi. Sinon, l'actualité, c'est un masterclass sur la politique américaine avec Olivier Moradel, mobilisation du chlordécone, la CGTG s'est rassemblée ce week-end à Capesterre, donc on va faire un point avec Michel Depape qui était sur place. C'était la deuxième édition du Caribbean Rum and Food. Michel Depape aussi était là-bas. Et on va parler de sensibilisation au sang rare. Et on aura un petit peu un extrait de cette parade du carnaval à Sainte-Anne. Et on devrait aussi savoir un peu plus sur le spiritourisme. Alors on va commencer tout de suite avec l'actualité du week-end, puisque Monsieur Bourjou était là. Jean-Claude Bourjou, vous le savez, c'est un spécialiste des États-Unis. Il vit en France, c'est un avocat. Il était venu en Guadeloupe ce week-end pour faire une conférence pour des étudiants à Fouillol sur la situation particulière des États-Unis avec l'arrivée de Trump. Vous avez dû entendre ce matin que Trump veut s'approprier le Canada, il veut s'approprier le Panama aussi. Ça crée des réactions. Et ce beau jour, qui n'avait pas encore ces informations, était vendredi dans on va dire, une masterclass, quoi, pratiquement. Et il s'est entretenu avec des étudiants, mais aussi avec des universitaires. Reportage Olivier Moradel. C'est parti. Cette rencontre d'aujourd'hui, on a la société civile, on a des acteurs, décideurs politiques, puisque dans l'amphithéâtre, on avait la présence de quelques représentants du monde politique, on a les enseignants, et donc vraiment c'est un moment absolument intéressant. Et nous sommes en janvier 2025. J'espère que sur les autres mois de l'année 2025, on va se retrouver dans une configuration similaire avec d'autres rendez-vous, d'autres débats. Et pour ce qui concerne cette soirée d'aujourd'hui, on a eu des réponses relativement précises, intéressantes sur l'impact probable de la nouvelle donne que représente la présidence américaine assurée par Donald Trump. Et donc, il y a beaucoup de pistes qui ont été abordées. Et moi, je retiens une thématique qui m'interpelle au plus haut, c'est tout ce qui concerne la stratégie de taxation douanière retenue par Donald Trump et qui va impacter fortement les importations qui arrivent aux États-Unis. L'administration Trump, dans son projet 2025, n'a pas en tant que tel de décision, de programme en direction de la Guadeloupe. En revanche, un certain nombre de décisions qui ont été prises ou qui vont être prises peuvent impacter la Guadeloupe et la Caraïbe. En matière d'immigration, par exemple, j'ai rappelé que la politique migratoire pouvait avoir un double effet. Il pouvait y avoir un reflux de population et il pouvait y avoir aussi une mobilisation de population et malgré tout, des avantages à tirer d'une Amérique latine qui se crisperait et qui finalement pourrait se déporter aussi vers la Caraïbe. Ça, c'est la première chose. En matière de lutte contre le changement climatique, le président de l'administration Trump est sorti de l'accord de Paris, ce qui veut dire qu'elle mettra moins de budget pour lutter contre le changement climatique, alors même que nous sommes dans la Caraïbe, dans une zone où on a besoin de réfléchir au changement climatique. Vous connaissez les conséquences qu'ont les cyclones qui sont de plus en plus violents pour nos îles. Autre élément, les droits de douane qui vont exploser. Alors je sais que la question de la vie chère est au cœur de l'actualité guadeloupéenne, mais si les droits de douane qui sont infligés aux Européens augmentent, de facto, nos produits vont encore augmenter. Donc ce sont autant d'éléments qui, sans être directement liés à la Guadeloupe, fléchés vers la Guadeloupe, mais vont impacter l'économie ou la politique sociale de la Guadeloupe ou de la Caraïbe. Alors, je rappelle quand même qu'il y a en ce moment, est-ce qu'ils sont déjà rentrés, 12 Guadeloupéens
qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas de papier. Visiblement, Trump va se charger de les faire partir. Il y a aussi 33 000 Haïtiens qui sont en situation irrégulière là-bas. Et vous avez compris que près d'1 million d'étrangers vont être expulsés des États-Unis. Alors, ce qui est sûr, c'est que Trump ne pourra pas aller jusqu'au bout de sa décision parce que la plupart des gens qui sont étrangers et qui sont aux États-Unis sont des gens qui travaillent. Et donc, certaines entreprises américaines ont sûrement des problèmes. Enfin, ça, Trump va régler lui-même ses problèmes. Je voulais dire, on va parler un sport, puisqu'on a avec nous M. Michael Mirabli, il est directeur des sports au conseil départemental. Et peut-être que M. Dulac va nous rejoindre. La première question que je vais vous poser, M. Mirabli, bonjour. C'est le bilan global de l'année. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour 2025? Oui, il y aura toujours des choses à faire, notamment sur l'année 2025. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur l'année 2024, le conseil départemental a mis près de 2 millions d'euros pour le monde sportif. Ces 2 millions se sont répartis sur trois axes. D'abord sur les comités et ligues, sur les associations sportives et sur les événements sportifs que le président du conseil départemental a voulu sous l'égide du conseil départemental. Donc il y a la coupe de basket, il y a la journée du rugby qui a eu lieu, c'était la première édition au mois de juin, et le conseil départemental à ce niveau-là essaie justement en tout cas d'accompagner le mieux possible le monde du sport. Donc une année 2024 très riche, notamment avec le tournoi international du 16 où on a pu voir de jeunes footballeurs en herbe et permettre justement à nos jeunes sportifs de pouvoir s'étalonner et de se dire que sous l'année 2025, eh bien, ils vont pouvoir encore faire mieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est le tour cycliste de la Guadeloupe qui est l'événement sportif du conseil départemental? Alors, effectivement, c'est un événement qui a sa place, mais lorsqu'on interroge, par exemple, le monde du football, ils vont vous dire que le tournoi U16 international était une très très belle fête. Lorsqu'on va interroger le monde des buts tirants, ils vont vous dire que le championnat de la Guadeloupe des buts tirants Marie-Galante était une très très belle fête. Donc, c'est la volonté politique, justement, d'accompagner tous ces mouvements sportifs et de permettre, justement, au conseil départemental d'avoir cette visibilité au niveau du sport. Alors, pour 2024, bon, globalement, le bilan est positif quand même. Oui, très très belle année, beaucoup de choses en perspective, des moyens qui ont été mis justement pour accompagner ce monde sportif et belle satisfaction. Alors bien sûr, il y a toujours des choses à faire pour améliorer justement le fonctionnement des associations sportives. Et sur l'année 2025, certainement vous allez me poser la question, on va travailler justement à faire en sorte que l'accompagnement du conseil départemental puisse se mettre dans le marbre, en travaillant sous forme de contrat d'objectifs avec les comités et ligues, en continuant d'accompagner justement le monde sportif comme nous le faisons et en créant aussi de nouveaux événements sportifs avec la ligue d'athlétisme, avec la ligue de handball. Mais je préfère laisser le politique annoncer toutes ces choses. Mais je vais dire que les services travaillent justement à faire en sorte que le monde sportif puisse se sentir sécurisé, en tout cas au point de vue des subventions. Et donc l'axe pour 2025, ça va être ce que vous venez de dire ou bien il y a d'autres choses, puisque probablement M. Dulac, on vient de nous le confirmer, ne pourrait pas être là. D'accord, ok. Eh bien, sur l'année 2025, eh bien, les grands projets en tout cas que nous avons, c'est de continuer à travailler sur les contrats d'objectifs avec les comités et ligues. On a déjà fait avec le monde du football. Donc on a rencontré en fin d'année 2024 les nouveaux présidents de comité, la présidente de la Ligue d'athlétisme, le président de la Ligue de handball, le président de la Ligue de basket, justement pour pouvoir travailler avec eux sous forme de contrat d'objectifs sur l'année 2025 et la création aussi de nouveaux événements sportifs qui permettront justement de mettre en exergue nos jeunes sportifs guadeloupéens. Donc le conseil départemental continuera sur cet axe et nous avons créé aussi, alors c'était une forte demande, de pouvoir accompagner de façon individuelle les jeunes sportifs, mais ce sera sous des critères sociaux, parce que comme vous le savez, il y a des jeunes sportifs qui sont en difficulté en fonction de leurs moyens, et le conseil départemental a décidé d'essayer en tout cas de les accompagner à ce niveau-là. Alors on parlait tout à l'heure de football, des U16. Cette année,
ce que j'appelle quand je suis ici la petite Coupe du Monde de la Guadeloupe va être le nouveau sur le terrain. Ah oui, ça c'est un événement sportif de très grande ampleur et on se rend compte d'année en année que les choses vont de mieux en mieux. Là, sous l'année 2025, la Ligue guadeloupéenne de football a déjà commencé les rassemblements pour permettre à nos jeunes sportifs de pouvoir être prêts plus tôt. Cet événement, bien sûr, restera dans le marbre et c'est un objectif de fin d'année pour l'ensemble de nos jeunes sportifs du monde du football et pour le conseil départemental, un événement phare. Alors, il y a eu les JO, on a vu un certain nombre de Guadeloupéens qui ont brillé, mais on a l'impression quand même au niveau de l'athlétisme ici, il y a une petite baisse, je n'ose pas dire de résultat, mais enfin d'intensité. Non, mais je pense que c'est au niveau national. Hein. Après, avec la nouvelle équipe qui s'est mise en place au niveau de la Ligue d'athlétisme, les choses vont redémarrer parce qu'ils vont travailler sur la base. Car pour avoir des adultes, il faut avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il faut avoir des propositions. Et là-dessus, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme a commencé ce travail de profondeur, de formation des éducateurs, de créer des événements autour des écoles d'athlétisme pour justement attirer de plus en plus de jeunes et leur permettre de pouvoir s'exprimer. Donc moi, comme je le dis souvent, je suis optimiste pour le monde sportif guadeloupéen et que les choses vont aller de mieux en mieux. Malgré les contraintes budgétaires, oui, comme vous le savez, qui est imposé en tout cas aux collectivités locales. Et ça signifie aussi que les équipements sportifs vont s'améliorer un petit peu parce que bon, il y a des communes qui en ont, il y en a des communes qui n'en ont pas. Il y a eu des city stades, je sais qu'il y en a d'autres en préparation, mais je veux dire d'une manière globale, je vois par exemple que pour aujourd'hui, la Guadeloupe ne peut pas encore recevoir la Gold Cup. Oui, ce sont des problématiques de fond. Mais de notre côté, moi, je préfère regarder le verre à moitié plein. Au jour d'aujourd'hui, le stade du Lamentin a une nouvelle piste d'athlétisme. Le stade de Petit-Bourg a été rénové. Bientôt, le stade de Grand-Bourg sera rénové. Le stade de Petit-Canal est en train d'être rénové. Cette année devenu Marius Trésor, vous allez me dire. Il y a le stade de... Voilà. Donc, effectivement, si on doit regarder ce qui ne va pas, on risque d'être découragé. Moi, je préfère regarder ce qui va, de se dire qu'on a des axes d'amélioration, qu'il y a des choses à mettre en perspective et que les collectivités locales sont très conscientes de ces problématiques et le président Losbar et le président du Lac en sont très conscients. Donc il y a beaucoup de moyens qui vont être mis en place pour aider justement le monde sportif au niveau des infrastructures. Nous, dans un premier temps, on ne va pas attendre. Comme vous le savez, le conseil départemental a la compétence des collèges et on va mettre à disposition des associations sportives les infrastructures sportives au sein des collèges justement pour pouvoir lutter contre l'oisiveté, lutter contre les problématiques de délinquance. Donc, pouvoir accompagner justement ces associations qui travaillent dans les quartiers difficiles. Oui. C'est peut-être pas votre rôle, mais enfin, je pose quand même la question. Pour les seniors au niveau sportif, qu'est-ce qui est prévu? Les seniors, oui, ça fait partie aussi de notre compétence. Il y a seniors, oui. Les seniors qui sont dans les EHPAD. Il y a beaucoup de projets, hein, justement, entre le conseil départemental et ces établissements pour les personnes âgées, la direction de l'handicap et des personnes en situation âgée travaille sur des projets là-dessus. Il y a eu un triathlon qui s'est organisé avec les EHPAD. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Il y a la semaine bleue du conseil départemental qui permet justement d'accompagner ce monde. Et nous, c'est un public de toute façon on doit prendre en charge. Car je crois pour 2030, plus de 30% de la population de la Guadeloupe aura plus de 60 ans. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce public et qu'on puisse mettre des choses en place pour eux. Bien. Bon, écoutez, on attendra un petit peu le 2025, voir un peu comment les choses vont se mettre en place. Oui. Parce que, comme vous dites, il faut prendre le verre à moitié plein. Oui, moi je préfère le regarder comme ça. Soyons optimistes. Oui. La Guadeloupe a cette capacité de résilience depuis des années. Et malgré tout, on réussit à sortir des jeunes. Moi, je vois ne serait-ce que sur l'année 2024, on a plusieurs jeunes Guadeloupéens qui sont devenus professionnels, que ce soit au football ou que ce soit au basket. Alors qu'on n'a pas des infrastructures exceptionnelles. Donc je veux se dire, on a cette capacité de faire et il faut les encourager et les accompagner le mieux possible. Bien, on va peut-être recevoir M. Dulac peut-être la semaine prochaine. Enfin, on espère qu'il trouvera le chemin pour arriver. Et on pourra à ce moment-là poser des questions un petit peu plus politiques. Je vous remercie en tout cas, M. Mirabli, de toujours répondre présent à nos demandes et d'être aussi optimiste sur l'avenir. C'est peut-être bien.
C'est une position, je pense, qui est convenable au regard de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Tout à Voilà, fait. il est 12h47. On va revenir à l'actualité avec Emmanuel. Bonjour. Oui, bonjour Danick. On va parler de la mobilisation contre le chlordécone qui s'est déroulée sur Capesterre-Belle-Eau. Donc cette manifestation vise à dénoncer l'impunité de ce dossier pour demander justice et réparation. On voit un reportage de Michel Depape. Nous devons un stade Capesterre parce que nous prenons décision depuis des mois de crier à un rassemblement au niveau à syndicat Banane. Mais il s'avère que donc chaque lundi, nous avons fait permanence syndicale en nous et ni des camarades qui étaient avec nous qui ne sont pas là, ni ça qui est malade et qui est de plus en plus faible, et ni ça qui est pas malade au monde de parler avec eux, mais qui tombent malade avec les différentes conséquences à empoisonnement au chlordécone. Et c'est ça qu'elle ne peut pas admettre, c'est qui gens en produit, en poison, ils mettent en vente. Alors ils savent que c'est un poison qui fait des dégâts, qui a continué à faire des dégâts, il a parlé plus tard 7 siècles de dégâts qu'il fait. Et nous avons un juge qui a classé sans suite la fleur, nous avons un appel, les réquisitions qui pris ces mêmes bitins là, et nous avons surtout que tel là empoisonné, la décontamination existait, mais il n'y a pas qu'à mettre en place, pour être tout coûter cher. Mais nous avons dit, laissez la guerre pour vendre bombe, pour livrer bombe, il n'est pas cher, mais laissez pour la population, il est cher. Nous avons dit, il faut indemniser, bien entendu les ouvriers à l'école, mais tout le monde. Tout le monde parce que nous sortis, vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, et bien tout simplement, à Goubert, ils ont fait un prélèvement de l'eau là, le 26 décembre 2024. Et ne voilà-t-il pas, c'est que le 4 janvier 2025, il dit, ne pas consommer de l'eau. Mais on a boire, ou j'ai fait biveille, ou j'ai fait tout ça ni éveil parce qu'on a pensé qu'il y a potable. Alors que nous savons que pas de l'eau potable en Guadeloupe, au moment où nous avons parlé, et avant ou après, contamination forte au chlordécone. Et par rapport à ça, c'est pour ça nous mobiliser. De dire que fait, il prend en compte décision à eux d'empoisonner les gens. Et volontairement, nous avons répété. Et pour terminer, sans cas dit, ni des commissions d'information ni parlementaires, ni des commissions d'enquête parlementaire, ils ont toutes démontré que c'était un butin qui était décidé en haut lieu. Et nous avons dit qu'il faut payer, c'est mon à payer de propres fonds à eux. Pas pour l'argent pour nous payer, mais de propres fonds à eux pour payer. Si patrimoine, c'est tout bien réuni et mettre l'argent. Voilà, donc il est temps de parler de réparation concernant cette pollution durable des sols et des eaux. On va parler de la 2e édition du Rum and Food Festival, donc qui s'est déroulé récemment en mettant à l'honneur la richesse des rhums et la variété qui existe dans nos rhums caribéens. Les participants ont pu déguster une variété de plats traditionnels accompagnés de rhum d'exception avec des ateliers culinaires, des démonstrations de mixologie et des conférences. On voit un reportage de Michel Depape. Cette idée, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est un concept qui existe depuis plusieurs années en métropole. Et en fait, moi en tant qu'employé d'une distillerie de rhum qui représente cette marque et qui se déplace dans le monde entier, je me suis rendu compte qu'on célèbre le rhum partout, sauf chez nous. Et qu'on est obligé de faire 8000 km pour aller à Paris, pour aller à un festival du rhum. Donc on a décidé de ramener ce concept chez nous pour célébrer le rhum, mais en plus de rajouter une touche caraïbène en l'associant à la gastronomie. On le sait, le rhum prend de plus en plus de valeur et la gastronomie peut s'associer avec du rhum. Donc on a décidé d'amener des chefs, d'amener de la gastronomie présente pour pouvoir l'associer avec du rhum en plus. Audace Spicy, tout simplement parce que audacieux, et nous faisons un spice de qualité premium, et donc nous faisons les choses audacieusement. Notre matière première vient exclusivement de la Guadeloupe. On a un seul produit qui est importé et qui vient de la Jamaïque, donc on reste quand même dans le bassin caribéen. Ce sont des gombos croquants que nous faisons effectivement. Donc ce sont des apéritifs locaux. Vous verrez donc le gombo que l'on connaît déjà, mais sous une autre forme. Voilà, nous avons décidé de les créer et de les préparer donc à la façon des cornichons. Vous pouvez les déguster tout comme les cornichons, que ce soit avec peut-être du saucisson, du fromage, etc.
mais également dans des burgers, puisque ça se fait également. Là, on est déjà sur la 2e édition. L'objectif, c'est justement de pérenniser ça, de continuer à le faire grossir, parce que c'est pas compliqué. En Guadeloupe, tout le monde aime le rhum, tout le monde aime la bonne nourriture. Donc, on peut que grandir. Donc, bien évidemment, on va continuer au fur et à mesure. Cette année, on a changé. On est à Sainte-Rose, Orange du Comté, pour quelque chose d'un petit peu plus grand. Et peut-être, l'idée, c'est de pérenniser ici et on verra comment on pourra continuer à grandir. Voilà, donc une belle célébration de notre patrimoine culinaire et spiritueux. Aussi, on va parler de la sensibilisation aux sangs rares. Donc, nos populations ont cette particularité d'avoir des groupes sanguins qui sont moins courants. Et une session d'information et de collecte de sang a été organisée pour encourager les dons et assurer une meilleure disponibilité de ces types de sang dans la banque. On voit un reportage de Vianney Valverde. Cette semaine a pour objectif de collecter un maximum de donneurs et notamment de nouveaux donneurs, parce que nous sommes à la recherche de donneurs qui ne se savent pas porteurs d'un sang rare. Et l'important, c'est d'avoir effectivement dans notre base de donneurs des donneurs de sang rare. Pour le coup, la sensibilisation, c'est un sujet que moi j'ai déjà abordé en amont, puisque je suis donneuse régulière en fait, et que j'ai la particularité d'être un sang O+. Donc effectivement, je suis donneur universel. D'où l'intérêt en tout cas de donner, parce que je sais que pour moi, c'est pas grand-chose, ça me coûte pas grand-chose, mon sang il va se renouveler de toute façon. Et par contre, il y a quelqu'un qui à côté en a besoin et qui, je l'espère, effectivement, c'est peut-être une vie de sauvée ou en tout cas un accompagnement meilleur. Donc c'est essentiel et moi en tant que personne, ça me coûte pas grand-chose. Sincèrement, c'est une demi-heure et en plus à la sortie, ils nous donnent des sandwichs. Un donneur de sang rare, c'est une personne qui a un groupe sanguin que l'on retrouve pas fréquemment dans la population. Généralement, on définit un sang rare à une fréquence de moins de 4 pour 1000 personnes. C'est-à-dire que moins de 4 personnes pour 1000 présentent ce groupe sanguin. Alors pourquoi ils sont recherchés ? Ils sont recherchés parce que nous avons des patients qui ont besoin de transfusion, qui peuvent aussi avoir ce sang rare et qui ne sont compatibles qu'avec des donneurs de sang rare. C'est absolument pas plus douloureux qu'une prise de sang classique. D'autant qu'en plus, ils ont l'habitude de ça. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai peur des aiguilles, mais à chaque fois que je viens, je leur dis. Et du coup, ils font une petite plaisanterie, ils détournent l'attention et vous ne le sentez pas en toute sincérité. C'est une appréhension plus qu'une douleur réelle. La moitié des produits sanguins qui sont transfusés sur la Guadeloupe viennent de l'Hexagone. Et pourquoi viennent-ils de l'Hexagone ? Eh bien parce que nous n'avons pas assez de donneurs sur la Guadeloupe. Le nombre de prélèvements que nous faisons sur la Guadeloupe n'est pas suffisant. Pourtant, avec 380 000 personnes qui habitent sur l'île, nous avons une population qui est suffisante pour être autonome en produits sanguins. C'est l'un des plus grands points de promotion pour le don du sang, c'est qu'une poche de sang peut sauver 3 vies. Donc ça aide un maximum de personnes. Donc il suffit qu'on soit 10 personnes à donner le sang, on a sauvé 30 vies. Donc à l'échelle de toute la Guadeloupe, le nombre est énorme, et même à l'échelle de la France. Donc il ne faut pas hésiter justement, et il faut donner, dès qu'on peut donner, il faut donner. Voilà, donc le don du sang, c'est très important. N'hésitez pas à aller directement à l'EFS. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure. Bon, là, il est déjà 13h tout pile, et on va recevoir dans un instant Madame Sylvie Osier. Bon, Sylvie Osier, bonjour. Non, le nom n'a pas changé, non, Sylvie Osier. Et on va recevoir une autrice et aussi actrice, artiste qui vient de sortir un nouveau, il s'appelle Pourquoi toi ? Un gros livre, plein de choses d'ailleurs, on va en parler dans un instant, mais pour l'instant, on revient à l'actualité, on fait un petit rappel des titres.
Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de la masterclass sur la politique américaine donc, qui s'est déroulée à l'UAG. C'était une façon de parler de l'élection américaine et de notre impact ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Il a été aussi question de la mobilisation contre la chlordécone à Capesterre-Belle-Eau, une manifestation organisée par la CGTG. On a évoqué cette deuxième édition de la Caribbean Rum and Food Festival, un événement qui célèbre la gastronomie et les rhums de la région. On vient aussi d'évoquer la sensibilisation au sang rare, donc une initiative qui permet de sensibiliser à la nécessité des dons de sang rare. Et on parlera tout à l'heure de carnaval à Sainte-Anne. Et on reviendra sur le spiritourisme avec ce qui s'est passé à Sainte-Anne. Mais c'est à Sainte-Anne aussi. Ben oui, c'est Olivia Sainte-Anne. Ramonta, se dire. Bien, alors, c'est l'heure du boost générique. Sylvie Rosier, bonjour. Merci, vous continuez à faire un travail d'équipe pour essayer de renforcer les liens entre les équipes. Et là, la question, c'est comment prioriser et planifier pour être plus efficace. C'est ça, exactement. Oui. Parce que du coup, dans le monde moderne où on est maintenant, sujet à toutes sortes de notifications, on perd le sens des priorités. Et donc, du coup, on a tendance à partir un peu dans tous les sens, dans les tâches, à répondre spontanément, quasiment tout de suite aux mails qu'on reçoit, puisque du coup, on a la notification, donc on répond aux mails. Mail ou WhatsApp. Ou WhatsApp, mais après, bon, si on est au travail, ce sera plutôt des mails, je pense. Et du coup, on commence plein de tâches, on n'en finit peut-être pas toutes, et peut-être qu'on finisse celles qui ne sont pas prioritaires. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut revenir à réapprendre à prioriser et à planifier en équipe pour que, du coup, on soit moins stressé et puis plus efficace également. Alors, comment on priorise à partir de quoi? On a des outils, comme d'habitude. J'ai encore des outils à vous présenter. Ah bon? La première, c'est la matrice d'Eisenhower. C'est un allemand. La quoi? La matrice d'Eisenhower. Ah, c'est une matrice qui est faite pour prioriser. Elle est sous forme de 4 carrés où on a un carré pour l'urgent et l'important. Ce sont les tâches qui sont à traiter immédiatement. C'est celles qui sont vraiment les plus urgentes et qui ont un impact tout de suite ou assez rapidement sur l'objectif principal de l'entreprise. Alors, je vois important et urgent. Oui. C'est en vert? C'est en vert, c'est ça. Ensuite. Après, bon, les couleurs n'ont pas forcément de signification en elles-mêmes, mais les cases, important, mais non urgent. Il y a des cases, il y a les tâches, importantes, mais non urgentes. Donc, c'est celles qu'on peut planifier ensemble en équipe et se dire, c'est des tâches qu'on va réaliser dans une semaine, 2 semaines, un mois, en fonction de leur importance. Il y a les tâches importantes, urgente mais non importante, c'est celle qu'on peut déléguer. Comment ça peut être urgent et non important? Mais ça peut être urgent. Quand c'est urgent, c'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite. C'est pas important, c'est que du coup, ça peut attendre, ça n'a pas d'impact fort sur les objectifs principaux de l'entreprise ou de l'équipe. Et donc, c'est ça la différence sur laquelle il faut réfléchir, c'est de se demander l'impact de la tâche pour juger du coup de son importance et de son urgence ou non. Et on n'a ni urgent ni urgent, ni important, c'est les tâches qui peuvent attendre, c'est des tâches qu'on peut ne pas faire du tout, voire pas tout de suite. Pas tout de suite ou même pas du tout? Ça peut arriver qu'il y en ait qui ne sont pas utiles du tout, en fait. Il y a certaines tâches qui ne sont pas utiles. Donc, alors, quand on fait ces 4 tableaux, qui c'est qui décide ça? C'est le boss? Ensemble. Là, comme on priorise en équipe, donc du coup, on en discute ensemble. Chaque personne peut le faire aussi de son côté en fonction des tâches qu'elle a réalisées pour son travail. Et après, mais du coup, ce qui est intéressant pour l'équipe quand ils le font ensemble, c'est de se mettre d'accord sur l'organisation qu'on va avoir et donc du coup la priorité qu'on va donner aux activités qu'on a pour tous aller vers le même objectif. Parce que chacun n'a pas les mêmes urgences. Oui, mais on a tous le même objectif dans une entreprise. Oui. Donc du coup, on se met sur le même objectif, on est OK, et chacun a une répercussion sur cet objectif. Donc il faut mettre en avant les tâches les plus urgentes et les plus importantes d'abord ensemble. Alors comment on fait ça? Du coup, encore une rencontre avec l'équipe. Oui. Ce que je propose, en deuxième astuce, c'est de faire une rencontre le lundi matin avec l'équipe pour se mettre d'accord sur les 3 objectifs prioritaires de la semaine.
pas longtemps, puisque moi, j'aime pas les réunions à rallonge. La plupart du temps, quand les réunions sont à rallonge, on a oublié pourquoi on était là. Puisque ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc, on se réunit avec l'équipe 15 minutes maximum, le lundi matin, 15 minutes. Comme c'est tous les lundis, 15 minutes, c'est largement suffisant pour se mettre d'accord sur les 3 objectifs prioritaires de la semaine. Et après, se répartir les tâches en fonction du poste qu'on occupe. Et donc, on sait, du coup, cette semaine, sur quoi on doit, tout un chacun, se concentrer pour l'activité et pour réussir ses objectifs. En fin de semaine, on peut faire un point et voir où on en est. Est-ce qu'on a atteint tous nos objectifs ou pas? Et puis après, le lundi, on repart. Et ça évite le flou. Ça évite le flou et ça évite le stress. Puisque du coup, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, et à court terme d'ailleurs, puisque du coup, c'est pour la semaine. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'était lundi ce matin, à 8h30, on rassemble tout le monde. Oui. On a défini, et après? Ben, les gens, ils vont travailler. Simple. Ils vont exécuter les tâches qu'ils ont dit. OK, voilà les tâches qui sont urgentes et importantes. On commence par celle-là. Oui. On essaie de ne pas se laisser noyer par les notifications ou les emails. Et du coup, à chaque fois qu'on en reçoit, on oublie les emails. J'ai pas dit qu'on les oublie, oui. mais on les traite au fur et à mesure de leur importance ou de leur urgence. Si elles ne répondent pas à l'objectif qu'on a tout de suite, qu'on n'a pas d'impact sur l'activité, ça peut attendre un petit peu. Alors, je note quand même qu'il faut éviter les réunions qui ont plus de 30 minutes. Oui, en équipe, c'est... D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux en faire plusieurs dans la semaine, 1 fois ou 2 fois par semaine, mais minimum 30 minutes. Et on part sur un objectif par réunion, un objectif clair. Comme ça, on va droit au but. Et on est beaucoup plus efficace ensemble comme ça. Et il y a des outils collaboratifs pour ça. Et il y a des outils collaboratifs. J'en connais, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise, ou je propose à mes clients d'utiliser soit Trello, Asana ou Notion. Ce sont des outils dans lesquels on peut mettre la totalité des tâches. Et en même temps, tout le monde a accès en même temps. On voit là où tout le monde a avancé ou quoi. C'est mieux que le Drive. Bien sûr, puisque du coup, la présentation, je vous le présenterai la prochaine fois, mais la présentation de ces outils n'a rien à voir avec le Drive. Le Drive, c'est juste pour stocker les documents. Oui. On peut certes travailler dedans en même temps, mais on ne voit pas l'avancée des projets finalement dans le Drive. Tandis que dans Asana ou dans Trello ou les autres outils collaboratifs qui existent, il y a des tableaux de bord qui regroupent l'ensemble des tâches, l'ensemble des missions, et on voit où on est chaque personne. On peut attribuer des tâches à une personne de l'équipe, et donc du coup après, et même échanger, lui peut vous dire ça va pas, je suis bloqué pour telle raison, etc. Et donc ça permet d'être encore plus efficace. Quand j'étais stagiaire dans l'école de journalisme, on avait un professeur, il faisait les réunions debout. Il faisait des réunions debout? Oui. Comme ça ne pouvait pas durer trop longtemps? Oui, c'est pourquoi ça se C'est une technique, hein? Oui, c'était une réunion était debout. Je disais, bon voilà, vous êtes debout là, il n'y a pas de chaise, il n'y a même pas de chaise. Et donc, on fait une réunion debout, donc ça ne durait pas longtemps. Voilà, c'est aussi une technique pour que ça ne dure pas trop longtemps. Alors, 15 minutes chaque lundi, désormais. 15 minutes chaque lundi. OK. On est lundi. C'est parti pour se fixer les objectifs prioritaires de la semaine avec son équipe. Alors, c'est la matrice d'Eisenhower qu'il faut utiliser. Ouais. Se fixer 3 objectifs clés chaque semaine. Chaque semaine. Oui. Et planifier. Il ne faut pas se surcharger. 3, c'est beaucoup. 3, ça suffit? 3, c'est largement suffisant pour la semaine. Faut pas se Même si on a plus, on prend encore les 3. On prend les 3 priorités, les 3 plus importants à assurer. D'accord. Je vais vérifier si ça fonctionne. Ah ben, il n'y a pas de souci. On en reparle la semaine prochaine. Il y a une réunion mercredi. Voilà. On verra si mercredi... 30 minutes la réunion de mercredi. 30 minutes. Oui, on verra ça. Bon, c'est noté. En tout cas, merci Sylvie pour ces informations importantes, et je pense que les gens qui nous... C'est valable en entreprise et en association? Pour tout, c'est valable même personnellement. Si on a des objectifs, mais bien sûr. Si on est marié, on peut faire une réunion avec sa femme de 15 minutes. Mes enfants pourraient vous témoigner de leurs objectifs de l'année. D'accord, bon, c'est noté. Il m'en a bien noté ça, c'est bien. C'est déjà intégré. C'est déjà en place? Ouais. Oui, d'accord. OK. Merci Sylvie, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Alors, on va parler de livres aujourd'hui. On reçoit Madame Carla Victoria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai dû lire votre livre. Il y a combien de pages déjà? Presque 300 pages, quand même. Presque 300 pages. Oui. 250 pages à peu près. C'est mon plus petit roman. C'est le plus petit? Ah oui. Vous faites plus que ça? Oui. Waouh. Bon, alors, première remarque que j'ai fait quand même avant d'arriver, c'est que j'ai l'impression quand même, ce bouquin,
Il y a plus de dialogue. On dit que c'est une pièce de théâtre. Il y a beaucoup de dialogue dedans. C'est un choix éditorial, c'est un choix d'écriture. C'est un choix d'écriture et c'est un choix aussi par rapport aux témoignages que j'ai reçus. Oui. Il y a de véritables témoignages. Bon, c'est tourné en fiction, bien évidemment. Mais ils ont voulu que je privilégie plutôt les dialogues plutôt que la pensée, en fait. Oui. Pour mieux les comprendre, en fait, tout simplement. Et c'est un ouvrage, il y a un petit peu de biographique dedans? Ah non, pas du tout. Pour ma part, non, pas du tout. C'est totalement fictionnel. C'est totalement fictionnel, mais avec de réels témoignages de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont confié anonymement leur... c'est des témoignages que vous retranscrivez. C'est ça, mais je l'ai tourné autour d'une fiction d'amour, bien évidemment. Et puis, je me suis rendu compte, je ne sais plus à quelle page j'étais arrivé, je vais vous dire ça tout de suite, oui. À page 104, c'est à partir de là qu'on comprend que l'amour est très important dans cet ouvrage. Oui. Oui. L'amour, mais que ce soit l'amour familial et puis l'amour tout simplement. Oui. Alors il y a l'amour et l'amour. Oui, aussi. Oui, parce que Suzanne a beaucoup souffert, visiblement. Oui, par rapport au deuil, par rapport à la mort de ses parents. Et en fait, oui, elle retranscrit son mal-être par rapport aux cicatrices de l'âme qu'elle a. Elle les met sur son corps, en fait, tout simplement. Parce que elle se mutile, quoi, elle se scarifie. Dans tout l'environnement où elle est, ça revient souvent. Et puis, j'ai vu, il y a une scène au cimetière qui est quand même particulière. Hein. Oui. Ça aussi, c'est un témoignage que vous... Alors, c'était un moitié témoignage et je l'ai après tourné en fiction parce que le véritable témoignage était encore plus bouleversant. D'accord. Voilà. Donc, j'ai voulu temporiser pour pas non plus trop choquer. Après, je l'ai beaucoup donné à des centres hospitaliers sur la France métropolitaine et je l'ai donné à beaucoup d'aides-soignants aussi sur la Guadeloupe, sur la France métropolitaine également. Et il y a aussi des parents qui sont venus me remercier parce qu'ils ont acheté le livre, parce qu'ils ont compris aussi ce que leurs enfants vivaient, tout simplement. Oui, parce qu'on comprend après le pourquoi toi. Oui. Oui. Alors, donc, en fait, c'est un roman sans l'être vraiment. C'est exactement ça. Ouais. C'est un roman de vie, en fait, c'est ça. Oui. Et j'ai voulu parler de ce sujet parce que, justement, les personnes qui sont venues me témoigner de leur souffrance m'ont dit qu'on n'en parlait pas assez, ou ils ont parlé souvent dans des situations où ils les mettaient comme des personnes qui avaient de graves problèmes mentaux, alors qu'en fait, ils souffraient réellement et qu'ils cherchaient un échappatoire. Oui. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'une manière différente, en fait, d'une manière qui leur plaisait, pour les soutenir. Les gens que vous avez rencontrés, ils se sont retrouvés dans votre ouvrage? Oui. Et avant, justement, de l'éditer, ils ont lu. J'ai eu leur accord avant, bien évidemment. Donc, ce sont des vrais prénoms ou quoi? Non, fiction. Fiction. Ça, c'est de la fiction. Oui. Non, jamais. C'est anonyme. C'est anonymement. Je peux pas. C'est de l'anonymat complet, vraiment. Je peux pas donner. C'est le premier ouvrage de ce format vidéo. Oui. Habituellement, vous écoutez quoi? C'est sur la musique, la mafia marseillaise, corse. Ouais. Oui. C'est pas du tout le genre de roman que je fais d'habitude. Mais tout ça passe à chaque fois en Guadeloupe. Hein. C'est pas... ou un petit peu en France, mais c'est souvent en Guadeloupe parce que j'ai vécu toute ma vie ici, je suis née ici. Je me vois pas écrire ailleurs pour le moment, en fait. Je me vois pas écrire un livre qui parle d'une autre île parce que je vois pas, en fait, les endroits, je m'y sens pas, en fait. Et quand j'écris, il faut que je m'inspire des endroits que je connais réellement, en fait. Alors, autre chose que... alors, les chapitres, chaque fois, Gosier, Guadeloupe, pourquoi? Parce que pour... Vous avez choisi un lieu géographique? Oui, volontairement, parce que maintenant, il faut savoir que les plus jeunes lecteurs lisent très simplement. Hein, oui. Et en fait, les nouvelles lectures ont des lieux... vraiment très précis. Il y a un petit peu de pointe-à-pitre quand même. Oui, il y a un petit peu de pointe-à-pitre, mais c'est pour que les... Non, je n'ai jamais encore écrit sur les saintes. Ah bon? Non, jamais. Bon. Je sais pas. Pour l'instant, je m'y sens pas. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour? Peut-être un jour. Oui.
Parce qu'il y aurait des choses à dire sur les Oh, beaucoup. Oui, il me semble Beaucoup, quand même. beaucoup. Ah oui. Oui. Il y en a pas mal. Il y a Terre de haut, il y a Terre de bas, il y a pas mal de choses à dire. Mais alors, moi, je me posais la question, quelqu'un qui, enfin, même moi, en lisant le livre, on se sent un petit peu mal quand même, avec toutes ces souffrances de la mort et de l'amour. Ça va et ça vient comme ça dans... Ouais, c'est... on dit que l'amour peut parfois sauver. Mais il faut quand même que la personne, elle y mette aussi du sien. C'est ce que j'ai voulu aussi retranscrire à la fin. Parce que oui, on l'a aidée, mais elle aussi, elle a pris conscience à la fin qu'il fallait qu'elle cède, en fait, elle-même. Oui, Suzanne, oui. Oui, donc voilà. Mais l'amour sauve toujours quand même quelque part. Il faut toujours un petit peu d'amour, mais aussi il faut l'amour de soi. Oui. J'ai vu quelque chose... alors, je me trouvais trop sévère à l'époque et les personnes que je fréquentais ne m'aidaient pas honnêtement. C'est exactement ça. Ouais. Ça sort d'un réel témoignage en plus. Et aujourd'hui, j'étais heureuse de vivre, heureuse d'être là. Je pensais à ceux qui se battent pour vivre, car ils veulent échapper à l'amour. C'est exactement ça. Ouais. Parce que justement, en écrivant, et on s'était mis d'accord avec les personnes qui ont témoigné, qui sont venues quand même me raconter leurs souffrances. Oui. On a parlé du cancer, des maladies aussi qui touchent beaucoup de personnes. Et les personnes... C'est plutôt des femmes qui souffrent dans les livres, dans les romans, dans celui-ci. Oui. Non, faut pas dire. Jason, il a quand même souffert à la mort de son papa qui est mort d'un cancer justement. Oui. Puis j'ai vu le petit Dracula, oui. Oui, en fait, j'avais une question du coup. Comment la rencontre s'est faite avec ces personnes-là? Comment elles viennent Alors déjà, j'ai eu une amie au lycée qui le faisait, qui se scarifiait. Et j'ai également en fait des jeunes filles de l'université de ma cousine qui l'ont fait en fait en classe. Et ça a un peu bouleversé ma cousine. En France métropolitaine. Et du coup, elle leur en a parlé. Je suis venue leur parler. Je leur ai demandé si c'était possible qu'elles témoignent, puisque j'allais faire un livre qui parlait de deuil. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles me racontent toute leur histoire et à ce qu'elles me demandent d'en écrire un livre. Donc, j'ai commencé... Il y avait quand même, au départ, l'idée d'un deuil, oui. De parler de deuil, oui. Et c'est venu, en fait... se greffer en fait dessus. C'est ça. C'est par rapport à leur témoignage parce qu'elles se sont ouvertes tout simplement à moi. Mais c'est vrai que je voulais déjà changer un petit peu parce que comme ça parlait tout le temps de musique, de mafia, je voulais quand même écrire sur un nouveau sujet qui interpelle un petit peu plus les gens et la société et les jeunes et les moins jeunes aussi parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas que les adolescents qui se scarifient, en fait, tout simplement. Il y a des adultes qui le font, il y a des personnes âgées qui le font aussi. Donc, moi, j'ai eu pas mal de témoignages d'aides-soignants qui m'ont expliqué beaucoup de choses. Et oui, c'est venu, en fait, de ces jeunes femmes qui sont venues se confier à moi et qui m'ont expliqué ce que c'était que la mutilation, parce que j'étais pas vraiment, en fait, au courant. Je me disais... Je me posais aussi beaucoup de questions en fait sur la mutilation parce que je ne comprenais pas, mais elles m'ont expliqué aussi qu'elles mettaient des bracelets pour couvrir leurs cicatrices ou bien des gros sweats. Il y avait tout, des pansements. De l'automutilation aussi, j'ai vu. Oui, c'est de la mutilation, la scarification, oui. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un bouquin quand même pessimiste? Parce qu'il n'y a pas beaucoup, de joie. Bon, quand ils s'amusent entre eux. Disons qu'il est réaliste. Fois, il est réaliste. Ah, il est réaliste. Il est quand même assez réaliste. On parle quand même de l'âme, de rasoir, de choses en fait qui se font. Enfin, elles se mutilent avec les personnes en tout cas. Donc. Votre lectorat, c'est uniquement des jeunes qui vont lire ça? Non, faut voir qu'il y a pas mal de personnes entre 40 et 60 ans qui lisent mes livres. Ouais. Oui. En tout cas, bon, c'est un livre à lire. Pourquoi toi? Je ne donne pas la réponse. Il faut lire le bouquin pour savoir pourquoi toi. Alors, parlons un petit peu de l'artiste. Oui. Alors,
Du coup, je suis revenue après 6 ans d'absence. J'ai eu un choc émotionnel à la mort de ma mamie il y a 6 ans. Donc, je suis revenue sur la scène musicale. Et je suis revenue avec 2 zouks. Le premier zouk, je l'ai sorti le jour de l'anniversaire de ma mamie, le 3 octobre, pour lui rendre hommage. Ça s'appelait comment? Noéma. Noéma. Oui, Noéma Samson. Le nom de la mamie? Oui. Oui. Et le nom de la chanson s'appelle M'enivrer de toi. D'accord. Voilà, qui est sorti le 3. Vous avez donné un clip? Oui, c'est M'enivrer de toi. On va écouter un petit extrait. Oui, ben, c'est parti. Tout simplement, t'es parti en un instant. Tu m'avais juré pourtant que ce serait plus comme avant. Je t'avais accordé 16 secondes chance après notre histoire d'il y a 6 ans. Je ne ferai plus jamais confiance. J'ai laissé ma garde un peu trop longtemps. Je t'avais accordé 7 secondes chance après notre histoire d'il y a 6 ans. Je ne ferai plus jamais confiance. C'est ma garde un peu trop longtemps. Conguela que vive e anche vive com ça. O l'homme que nous batte de tout commencer força. Conguela que vive e nous que vive com ça. E mundo que te peut empêcher nous amener nous fois à ça. Que ça, oh là, comme ça. Et ça fait tellement mal de tourner cette page. Je te croyais fait pour moi. Dis-moi comment et pourquoi nous en sommes arrivés là. Et ça, c'est le premier titre? Le deuxième. C'est le deuxième? Oui. Et il y a d'autres choses derrière, comme on dit? Oui. Oui. Oui, c'est en préparation. Là, je suis en studio. Donc, Alors, qu'est-ce qui est plus important pour vous, l'autrice ou l'artiste? disons que j'englobe tout. Je suis artiste. Artiste qui veut dire écrivaine et chanteuse. Parce que j'écris mes propres chansons. Donc voilà, tout, c'est un mélange. Vous faites uniquement du zouk? Je fais pas que du zouk. Je fais de la musique caribéenne, pour être plus précise. Voilà. Pas de concert prévu, pour le moment, non. Showcase prévu ces jours-ci? Pour le moment, non, mais ça risque de ne pas tarder, oui. Ça va pas tarder? Oui, ça va pas tarder. Et signature du bouquin, non, pas encore? Si, pas mal de fois sur la France métropolitaine. J'ai fait pas mal de salons littéraires. Et aussi sur Terre de Haut-les-Saintes aussi. Et pourquoi pas à la FNAC de Millénis, mais bon, ça va être fait? Oui. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Bon, ben, je conseille de lire ce livre, mais enfin, il faut vraiment... Il faut avoir le Voilà, c'est vraiment cœur, toucher le cœur pour le lire, parce que l'amour et la mort qui cohabitent dans cette voie. Juste une dernière chose. Parmi les témoignages, tous les gens qui ont témoigné sont encore vivants? Oui. Il n'y a pas eu de suicide, non? Non. Parce qu'on parle de suicide quelquefois. Oui, mais non. Ils ont eu des tentatives, c'est vrai. Mais par contre, non, ils sont allés vers des associations et ils vont beaucoup mieux d'ailleurs. J'allais oublier de le dire. À la fin de l'ouvrage, vous donnez toute une série de lieux où on peut, en tant qu'association, se retrouver. Alors, je vois SOS Crise. Oui. 318 numéros pour les jeunes victimes de violences numériques. Oui. Le 30-20, non-harcèlement à l'école et en cours, école des parents. Et puis il y a un site qui s'appelle le Psychome, etc. C'est très important. Vous avez fait ça. Bon. Oui, très important. Vraiment, en fait, c'est vraiment un livre pour aider. Oui. Ouais. C'est très important parce qu'on peut être aussi harcelé sur Internet, donc le cyberharcèlement, on peut être harcelé à l'école. Et je trouve qu'on n'en parle pas justement assez. Et c'est comme ça que aussi la mutilation commence chez les enfants et les préadolescents et ensuite les adolescents. Bien, ok. Donc c'est important de mettre les numéros, de mettre les sites, parce que ils vont pas forcément en fait aller voir leurs parents, ni leur famille, ni leurs proches. Donc c'est important de mettre des associations parce qu'ils peuvent aller voir justement des étrangers pour en parler, parce que c'est plus facile d'en parler à des étrangers. D'accord.
bouquin très sociétal. Alors, qu'est-ce qui sortira avant la prochaine musique ou le prochain livre? La prochaine musique. La prochaine musique? Oui. Quand même, ça va plus vite? Oui, ça va plus vite, oui. Merci d'être venu. Allez, Merci à vous pourquoi de m'avoir toi, Carla Victoria, si vous n'avez pas encore, profitez pour acheter ce bouquin, ce roman très sociétal et qu'il faut avoir lu. Et puis, les chansons de Carla sont sur le streaming. Oui, c'est ça. Voilà, et sur son Instagram aussi. Voilà. Oui. Merci, il est déjà 13h26. On prend la deuxième pause. On vous remercie. Merci. On remercie Madame Rosier, on remercie Carla. Puis à bientôt, bonne chance. À bientôt. Au revoir. Voilà, ça marche. Voilà, il est déjà 13h32. Madame Féaudier, là, bonjour. Bonjour, David. On parlera de quoi aujourd'hui? Alors, on parlera d'un sujet qui, je trouve, qui n'est pas suffisamment abordé, le biais dans les intelligences Le biais. artificielles. D'accord, on revient dans un instant. On va parler un peu de spiritourisme. Le spiritourisme, c'est quelque chose qui existe dans nos îles, un peu partout, puisque des touristes viennent pour déguster nos saveurs alcooliques. C'est à consommer avec modération, bien évidemment. Et ce week-end, il y a eu à Sainte-Anne... on va dire un petit événement créé par Olivier Ramoutard dans son gîte. On regarde ce reportage de Satyam Sinan. C'est parti. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Gîte d'Olive, c'est une action de montée en gamme. L'objectif étant de pouvoir donc créer une offre de service autour du rhum, autour du spiritourisme pour la clientèle de passage. Le spiritourisme aujourd'hui, c'est un axe de développement en tout cas du tourisme en Guadeloupe, puisque c'est le spiritueux, le rhum, c'est un produit d'exception. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire venir donc de la clientèle avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé pour pouvoir donc déguster notre variété de rhum et on en a énormément. Donc avec la distillerie Guadinina, donc nous avons mis en place un partenariat. Donc j'ai été sur place, j'ai choisi une cuvée, donc un rhum de 3 ans, un rhum vieux. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la mise en bouteille, donc en partenariat avec Guadinina et les Gîtes d'Olive, avec une étiquette personnalisée qui sera donc mise à disposition de la clientèle pour déguster et passer d'excellentes soirées et d'excellents moments au Gîte d'Olive. Alors, je l'ai dit, à consommer avec modération, quand même. La suite, le dernier sujet. Oui, on va rester sur Sainte-Anne et parler de Carnavalesque qui s'est déroulé ce week-end dans le Massemblage. Groupe Apo, groupe à Caisse Claire était au rendez-vous avec une foule en délire. On voit un reportage ensemble. Voilà. Un petit mot. Oui. La semaine prochaine, il y a un défilé de mode carnavalesque. Paraît-il très sexy. Hein? Sexy, Oui, d'accord. c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Où ça, à Sainte-Anne? C'est à voir. Non, pas à Sainte-Anne. Oui. Bien, alors, il est 13h35. On change de sujet, on devient des choses beaucoup plus sérieuses, puisque c'est l'heure du JCL générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10.
le biais et les dangers de l'IA, c'est ça, ou l'inverse? Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. L'intelligence artificielle, le biais et ses dangers. Alors, moi, je trouve déjà que j'ai voulu aborder ce sujet, Danick, parce qu'on a eu des rencontres avec des lycéens où donc on conduisait des animations autour de l'intelligence artificielle. Et avec les réponses qu'on a eues, ça nous a beaucoup interpellés. Et quand on a fait des recherches dans la presse, on a vu que c'est un sujet qui est très peu abordé. Pourtant, c'est un problème que tout le monde... dont tout le monde parle. Sauf que, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ben, l'intelligence artificielle, par exemple, ils vont vous dire DeepSeek est un petit peu plus raciste, l'autre est un petit peu xénophobe, l'autre est masculiniste, féministe. Alors, je vais mettre tout le monde d'accord. L'intelligence artificielle n'est ni masculiniste, ni féministe, ni xénophobe, ni raciste, ni antisémite, ni... pas de ces choses-là. L'intelligence artificielle n'est pas dotée de pensée. En tout cas, pas encore. Mais par contre, elle n'est pas encore dotée... Elle ne pense pas encore par elle-même. Simplement... Ce que je veux dire, c'est que, et on revient au biais, puisque ce que je viens de citer, c'est ce qu'on appelle les gens, alors ça peut s'assimiler, c'est les conséquences des biais. Ce que je viens de citer, ce sont les conséquences de ces fameux biais. Alors, il faut savoir, Danick, c'est que l'intelligence artificielle, pour qu'on se mette d'accord, c'est le reflet de notre société. Toutes les distorsions, toutes les problématiques qu'on a dans notre société, on va les retrouver dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est derrière l'intelligence artificielle, Danick? Ce sont des hommes. C'est entraîné par quoi? Par des données qui viennent issues des hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, un biais, ce qu'on appelle un biais, c'est une distorsion donc de l'algorithme, donc des réponses que l'algorithme apporte à la requête, à la question, au prompt qu'on va lui faire, qui fait que la réponse va être, comme on dit souvent, en réponse biaisée. Et on va donner un simple exemple. Hein. Donc, c'est en fonction... Alors, pourquoi c'est biaisé? Parce que souvent, c'est en fonction des données qu'on va utiliser pour pouvoir entraîner la machine. Si, par exemple, on utilise des données majoritairement masculines, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Les femmes vont râler. C'est sûr que les femmes vont râler. Pourquoi? Parce que la machine, donc l'intelligence artificielle, aura déjà, du mal à reconnaître une femme, et deux, à interagir avec une femme. Donc oui, les femmes vont râler. Et c'était le cas de quasiment beaucoup d'intelligence artificielle à leur début. Donc ChatGPT, les premiers ChatGPT, c'est une des données qu'on a trouvées. Mais ça va plus loin, Danick. Là, je vais vous donner des exemples qui étaient plus graves. Et là, on va aller aux États-Unis. La MIT, donc la célèbre université MIT, a mis en place une étude sur certains algorithmes qui étaient utilisés. Notamment, vous savez que l'intelligence artificielle a été beaucoup utilisée pour la reconnaissance faciale. Très répandue aux États-Unis. En France, je ne sais pas si c'est encore arrivé en Guadeloupe, hein. Je ne sais pas. Mais en fait, ça ne va pas tarder. Ça fonctionne beaucoup. Hein. Beaucoup. Et donc, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'est passé? La MIT a décidé de mener une étude par rapport à des informations qui ont été remontées et a remarqué qu'il y avait très peu d'erreurs auprès des populations blanches. Mais quand ils ont testé auprès des populations noires, il y avait 30% d'erreurs. Pourquoi? Eh bien, parce que les personnes qui ont entraîné cette intelligence artificielle l'ont entraînée avec de préférence des hommes et plutôt blancs. Je vais vous donner encore un autre exemple très connu, c'est Amazon. Amazon a fait appel à une intelligence artificielle pour pouvoir faciliter ce recrutement dans le monde entier. Ce qu'Amazon recherchait, c'est qu'il a défini un profil type de manager, qu'il soit en Asie, en Afrique, en Europe, n'importe où dans le monde. Et donc, l'intelligence artificielle était capable de pouvoir définir ce profil type et s'occuper du recrutement. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a remarqué que l'intelligence artificielle ne recrutait que des hommes blancs autour de 35 ans. Eh bien, pourquoi? Parce que les données qui ont été utilisées pour entraîner la machine, eh bien, c'était plutôt des blancs et de 35 ans. Voilà. Mais plus grave, Danick, on va parler d'un qui n'est pas très connu en France. Il s'appelle d'un logiciel qui s'appelle Compass, qui marche avec l'intelligence artificielle et qui est utilisé par les tribunaux pour pouvoir accorder des peines. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Des études ont montré que cet algorithme avait tendance à surestimer la dangerosité des personnes noires et à sous-estimer la dangerosité des personnes blanches. Moralité, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les personnes noires étaient plus lourdement condamnées. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai commencé par parler de racisme et autres. Ce que je veux dire, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire l'intelligence artificielle n'est pas neutre et reflète les distorsions de notre société, de l'humain, tout simplement. Mais pire encore, Danick, qu'est-ce qu'on a constaté?
c'est que nous avons aussi des biais. Ça veut dire que l'humain a ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc, dans notre cerveau, il y a des biais qui font que, eh bien, nos réponses, qui influencent nos décisions, nos réponses, mais aussi qui influencent aussi notre perception des choses, mais de façon inconsciente. Et qu'est-ce que les chercheurs ont remarqué? C'est que nos biais cognitifs accentue la problématique du biais de l'intelligence artificielle. Oui. Alors la question, c'est que peut-on faire pour remédier à ça? Comment éviter ça? Alors déjà, il y a une chose et je lance un appel à tous ceux qui créent des intelligences artificielles. Hein. Eh bien déjà, c'est d'avoir un panel de population varié qui soit représentatif de la planète. Donc, de telle façon qu'on sorte des stéréotypes et des clichés. Donc, arrêtez de nous mettre des hommes blancs entre 35 et 40 ans, variés. Alors, parce que qui est-ce qui sont les plus visés par qui subissent les conséquences des biais, selon vous? Quel type de population? Les non-blancs. Les non-occidentaux, les profils non-occidentaux, on va dire, c'est-à-dire les Noirs, les Asiatiques, les Métis et autres. Voilà, la machine ne reconnaît pas. Alors, il y a aussi, avez-vous entendu parler de l'intelligence artificielle Midjourney? Non, pas encore. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est l'intelligence artificielle la plus utilisée au monde pour générer des images et des vidéos. Midjourney. Et Midjourney, pour régler ce problème-là, moi, j'en ai fait l'expérience. C'est Midjourney et chez Leonardo, à ses débuts. Je voulais une image d'Annick, je voulais un pilote. Un pilote. Donc, j'ai demandé un pilote de couleur noire. Donc, il m'a donné un pilote habillé en noir. Mais toujours, il a commencé par me donner un homme pilote jeune, 35-40 ans, toujours cette même problématique. J'ai retesté, blanc. Voilà, parce que dans sa représentation du pilote, parce que c'est les données qu'on a utilisées, il avait 35 ans et c'est un homme. J'ai demandé de couleur noire. De couleur noire, lui, de façon... Donc, il a mis habillé tout de noir. Pourquoi? Parce que j'ai fait un prompt où moi-même, j'ai prompté avec mes propres biais. Quand on dit couleur, il a raison, il me met le vêtement noir. Mais moi, dans mon biais, dans mon inconscient, c'est pour ça que je vous dis notre biais cognitif et notre inconscient, noir, il fallait préciser de couleur noire. On est du africain. Voilà, ou de type africain. Alors, qu'est-ce que Midjourney a fait? Il a testé, et vous pouvez noter, Miss Journée, M-I-2-S, Journée, J-O-U-R-N-E-Y.ai, c'est gratuit. Donc, il a fait, donc c'est gratuit, il précise simplement, il faudra que vous précisiez, quand vous recherchez des images ou des vidéos, il faudra simplement préciser la profession, le style, la couleur et la localisation. Donc là où vous allez être, il va vous donner des personnes qui ressemblent à la zone géographique où vous êtes. Voilà. Donc la machine, elle n'est que le reflet de vous et de notre société. Évident. Bon, d'accord. La semaine prochaine, mercredi prochain, on parlera de quoi? Eh bien, on continue. Alors, c'est le dernier mercredi où on va faire les conseils Parcoursup. À partir de la semaine prochaine, on va aller sur du plus lourd. On va parler de métiers et de formation dans le cadre de Parcoursup, dans l'audiovisuel, le cinéma. Parcoursup qui est à la une de Nouvel Observateur cette semaine. Voilà. Il est exactement 13h44. On a le temps de revenir sur les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui. Michael Mirabli, directeur des sports au conseil départemental. Monsieur Dulac a eu un problème de transport. Il n'a pas pu être avec nous, mais il sera là la prochaine fois. On a reçu aussi Sylvie Rosier, qui chaque semaine nous explique comment faire fonctionner une entreprise. Et aujourd'hui, elle nous a donné une méthode, la méthode Eisenhower, pour prioriser, planifier, pour être beaucoup plus efficace. C'est à suivre. Ensuite, on a reçu une artiste et autrice aussi, autrice de cet ouvrage « Pourquoi toi ?» Carola Victoria, ouvrage qu'il faut lire, qui parle beaucoup de l'amour et de la mort, intéressant. Et on a terminé avec Marilène Ferdi. La suite, avec les infos, c'est notre ami Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de la masterclass sur la politique américaine, conférence à l'UAG dédiée aux élections américaines et à leur impact sur la Caraïbe. Il était aussi question de la mobilisation contre la chlordécone à Capesterre-Belle-Eau, une manifestation organisée par la CGTG pour dénoncer l'impunité de ce dossier. On a aussi évoqué la deuxième édition de la
la Caribbean Rum and Food Festival, un événement qui célèbre la richesse gastronomique et les rhums. On a parlé de cette sensibilisation aux sang rares, donc une initiative qui permet d'informer et de mobiliser sur la nécessité de dons de sang rare. On était sur Sainte-Anne pour parler de la parade carnavalesque et aussi du spiritourisme, donc sur Sainte-Anne, voilà pour l'actualité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 2h30. Merci d'être avec nous. Aussi fréquemment et aussi, juste un petit mot quand même, féminité carnaval. Qu'est-ce que c'est? C'est un article à lire dans CCN, bien sûr. Il faut le lire, mais en gros, le sujet. Ça parle essentiellement de consentement et de se choisir d'abord soi pour pouvoir incarner qui on est et se faire respecter. On y reviendra. Bien. Merci. Il est 13h46. C'est Daniel qui était à la machine aujourd'hui avec Satiam. Et ça s'est bien passé. On n'a pas de soucis. Et demain, on les retrouvera ensemble. Voilà. Fini pour aujourd'hui. Alors...